Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et bienvenue dans cette première vidéo complète de la nouvelle rubrique où nous investissons ensemble 100 000 euros sur un compte démo. Cette fois, c'est pas moi qui prends une décision de l'investissement ou bien qui conseille quoi qu'il le soit. Donc ça, c'est les abonnés Mind de Cash qui choisissent leurs actions. Donc, il y a une semaine, plus exactement le jeudi dernier, je publiais une vidéo qui présentait cette nouvelle rubrique et je vous ai invité dans les commentaires mettre les propositions en fait, des sociétés qui vous semblent intéressantes à investir aujourd'hui. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre des likes pour faire évoluer la chaîne, pour qu'on soit plus nombreux et pour que tous nos projets que nous lançons ensemble sur cette chaîne soient plus intéressants. Et pour ceux qui veulent aider à la chaîne, vous avez un lien PayPal dans la description à cette vidéo. Donc, si vous voulez faire cette geste, ça me ferait énormément plaisir. Ça me motivera de faire de plus en plus de vidéos. Voilà, donc nous commençons déjà. Première expérience après pour collecter tous ces avis des personnes sur dans quoi il faut investir. J'aimerais bien juste encadrer un petit peu le format dans lequel j'aimerais bien procéder si cette catégorie vous intéresse évidemment. Donc quand vous proposez une société, mettez s'il vous plaît dans le commentaire au tout début en majuscule le nom de la société. Et si vous voyez que cette société a déjà été est déjà présente dans les commentaires, mettez juste en like parce que pour moi ça serait très simple, beaucoup plus simple de après trier tous les commentaires parce que beaucoup de personnes ont proposé la même société et du coup j'ai dû pour analyser qui est gagnant, qui est perdant pour organiser la finale en fait, ce que là on va voir tout à l'heure le sondage que j'ai lancé la semaine dernière. Donc ça serait beaucoup plus simple pour moi après de détecter quelles sont les sociétés qui vous intéressent le plus. Donc je rappelle le format, donc au début de votre message, mettez en majuscule le nom de la société et si vous voyez que cette société est déjà présente, mettez juste un like et en commentaire en réponse à ce commentaire, donc avec vos arguments pour ou contre cette action. Comme ça, on aura une société en dessous les commentaires avec des différentes discussions autour de cette société, si elle est intéressante ou pas, et chacun avancera ses arguments pour et contre pour prendre cette décision. Ça sera beaucoup plus structuré. Voilà, donc maintenant, ça c'est le compte démo Saxo Bank où nous avons 100 000 euros. Maintenant, on n'a rien du tout parce que c'est la première vidéo où nous allons prendre la décision d'investissement ensemble. Et maintenant, on va revenir sur le sondage. Je vous rappelle juste vite fait que le format, donc c'est que dans les commentaires à cette vidéo, vous allez mettre pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, les noms des sociétés dans le format que je viens d'expliquer. Et à la fin de la semaine, je lance un sondage dans le tab Community de la chaîne Mind de Cash. Là, je vais vous montrer plus exactement, c'est par là. Voilà. Et vous pouvez voter pour les finalistes, en fait, pour la société qui a collecté le plus de likes dans les commentaires. Donc, du coup, par rapport pour la vidéo de la semaine précédente, les finalistes étaient Alibaba, ça c'est bon, là on va regarder en détail ces sociétés, et LVMH. Donc, j'ai mis aussi Unibail Rodamco parce qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont voté pour cette foncière cotée. Et aussi, il y a toujours une option dans tous les sondages de rester cash, de ne rien faire. Et cette option, elle a gagné ce sondage finalement, donc c'est 50%. Et j'ai décidé de procéder de manière suivante. Vu que selon les règles, selon la théorie de gestion du portefeuille, la diversification optimale commence à ne pas dépasser 5% pour une entreprise dans mon portefeuille. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un portefeuille de 20 lignes, donc au plus en fait, mais 5% c'est le maximum qu'on peut dédier dans notre portefeuille pour une entreprise donnée. Donc, on va pour des raisons de gestion des risques, on ne va pas dépasser 5% de votre portefeuille. Je vous conseille vivement de procéder de même manière sur votre portefeuille réel parce que ça, c'est vraiment une des bases des théories de la gestion des risques pour ne pas s'exposer trop à une seule unique valeur parce qu'elle aura beaucoup de poids dans votre portefeuille. Donc, vu qu'il y en a beaucoup de personnes, presque la moitié de personnes ont voté à rien faire aujourd'hui, donc du coup, au lieu d'investir 5% de nos 100 000 euros, soit disant 5
000 euros, je vais investir uniquement 2500. Donc du coup, je vais prendre en compte cette vote majoritaire, largement majoritaire de ne rien faire dans le contexte actuel du marché. Et les 2500 restants, on va diviser plus ou moins par deux entre Alibaba et LVMH. Donc du coup, on va investir à peu près 1600, 1700 euros dans chacune des sociétés. On va arrondir selon les cours dans LVMH et dans Alibaba, mais on va investir un tout petit peu parce que la majorité des abonnés qui ont participé, je remercie les personnes qui ont participé, il y en a eu presque 300 personnes, donc qui ont voté pour ce sondage. Donc la majorité préfère de rester en dehors du marché aujourd'hui. On tient compte de leur avis dans cette décision d'investissement. Voilà, donc l'intérêt aussi de ces vidéos, uniquement de vous donner des idées sur des entreprises. Après, c'est évidemment, il n'y a aucun engagement de la part de la chaîne Mind the Cash, mais c'est à vous évidemment de choisir les sociétés, mais c'est juste, ça représente à peu près les sociétés qui sont les plus, on va dire, les plus aimées par les abonnés de Mind the Cash. Mais c'est aussi de vous montrer comment gérer les risques de portefeuille correctement et aussi comment passer les ordres sur une plateforme de bourse. Et ça, je pense que ça pourra rassurer beaucoup de personnes qui sont surtout novices, qui ne savent pas comment faire passer les ordres, comment choisir quand investir en bourse, quel type d'ordre choisir, etc. Et ça, on va voir ça immédiatement dans cette vidéo. Bon, pas immédiatement, plutôt dans la deuxième partie de cette vidéo, parce qu'on va commencer comme d'habitude, par analyser les fondamentaux de ces deux entreprises, vu qu'il y en a deux, donc on va s'arrêter un petit peu moins sur chacune des deux, et à la fin, je vais vous donner mon avis parce que la décision est déjà prise. Donc justement, je n'ai pas donné mon avis au tout début parce que je ne voulais pas évidemment influencer l'avis des autres. Donc du coup, maintenant, vu que la décision est prise, maintenant, je peux vous donner mon avis si je mettrais ces deux actions ou une des deux dans mon portefeuille personnel. Voilà. Donc nous commençons cette vidéo par l'analyse de la société Alibaba Group. Donc déjà, pour commencer, Alibaba, elle est introduite en plusieurs bourses occidentales. Donc ticker c'est BABA. Donc mais elle est tradée en ADR. Donc là je pense, en fait il est coté en Chine, mais elle est cotée en ADR. C'est quoi les ADR? ADR, ça veut dire que American Deposit Receipt. Donc, c'est très important de comprendre que vous n'investissez pas directement dans cette action, mais vous investissez dans un ADR. C'est un autre instrument qui est indexé sur cette action. C'est très super important de comprendre que il y a ce qui m'a surpris à un moment donné, qu'il y a même beaucoup de traders expérimentés ne savent pas cette particularité, que les ADR, c'est une proxy à une action cotée sur la bourse locale et en devise locale. Donc l'ADR, il vous réplique le cours d'action en devise en les transformant immédiatement en euros ou en dollars. Donc ça, dans ce cas-là, c'est en dollars. Donc c'est-à-dire, il faut très bien comprendre que les ADR, ils ont un risque de taux, ils ont un risque de change. Donc ça veut dire que si l'action, elle se casse la gueule, mais parce que vous investissez réellement dans une action qui est cotée là-bas et pas ici. Donc vous n'êtes pas investi en dollars. Tandis que votre position va être affichée en dollars, mais par contre, les mouvements de votre position vont refléter également les mouvements de cours de change. Donc c'est super important, surtout si vous investissez dans les pays émergents. Donc il y en a beaucoup qui ne réalisent pas ça. Quand ils voient les ADR, ils pensent qu'ils ont investi en dollars. Et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est super important à comprendre quand vous achetez des ADR. Parfois, il y a des ADR, pas toujours, ils ont des frais supplémentaires. Donc, et ça arrive même assez souvent parce que, bon, je veux pas, dans cette vidéo, je ne veux pas expliquer toute la structure, tout le montage. En gros, ça passe par une banque intermédiaire, ils déposent un certain nombre des actions qui peuvent être... Voilà. Dans tous les cas, en fait, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des frais en plus qui vont être impliqués. Donc, et surtout, ce qui est le plus important de tout, c'est qu'il y a un risque de change. Vous investissez en yuan, en fait, en devise locale. Voilà, donc c'est une très grande différence entre investir dans une ADR et une société étrangère qui a fait son IPO en bourse occidentale. C'est très, très différent. Voilà. Donc Alibaba, c'est du copier-coller de Amazon. Je n'ai même pas besoin de présenter. C'est une plateforme effectivement pour des marchands. Donc je présume que vous connaissez tous Amazon, donc pas la peine de passer le temps là-dessus. Ils sont même positionnés sur le cloud aussi qu'Amazon, parce qu'Amazon, ils sont leaders dans le cloud. Je crois qu'ils sont leaders de mémoire. Donc ils partagent la première place avec Microsoft. Il y a IBM aussi, le troisième IBM, je ne me trompe pas.
Voilà. Donc là, c'est une société, évidemment, c'est des nouvelles technologies, etc. Mais elle est beaucoup moins chère qu'Amazon. Et je vais vous dire pourquoi après, en fait, parce que là, ça vraiment, et ça va, on va dire, converger, à mon avis, sur cette action. On va commencer par nos chers ratios, parce que qu'on regarde dans toutes les vidéos. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quoi je fais attention. Donc, c'est une société de croissance. Donc, du coup, on s'en fiche de la valorisation par rapport à leurs fonds propres, par rapport à, on va dire, on ne s'attend pas à avoir une action sous-valorisée ou un actif délaissé. Donc, évidemment, parce que là, la croissance va être extraordinaire. Donc, c'est une action chère, mais la question, c'est qu'il faut l'acheter quand on n'est pas hyper cher. Donc, vous voyez, donc cette action ne va jamais être bon marché. Donc PE ratio, c'est 22, bon, c'est beaucoup, mais pour cette entreprise, je vais tout de suite comparer par rapport à Amazon, si vous voulez. Ça va vous faire rigoler d'ailleurs aussi, hein, je pense. Voilà, Amazon Inc. Vous allez voir qu'Amazon, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus chère. Et je pense de savoir pourquoi. Donc là, PER, c'est de 115. Donc en fait, il ne faut pas être piégé par le PER de ces entreprises. Parce que quand on voit 115, on peut se dire que genre, il faut 115 ans pour rentabiliser votre investissement. C'est juste uniquement dans la perspective si la société ne va pas croître. Mais on sait que c'est une société d'une énorme, extraordinaire croissance. Donc dans 2 ans, leurs earnings, qui sont dans le dénominateur du formule de PER, ils vont augmenter. Donc forcément, quand cette société va arriver à une certaine maturité, on va dire arriver à un équilibre, elle va arrêter à un moment donné d'être une société de croissance, elle va devenir une société normale, son PER, évidemment, ne va pas être à 115. Donc, il ne faudra pas attendre 115 ans pour rentabiliser l'investissement dans l'Amazon. Bon, en tout cas, dans la situation actuelle, ce n'est pas envisageable. Voilà, pour Alibaba, évidemment, elles sont beaucoup moins, déjà, avec leur perspective. Et sachez que Alibaba, ils sont pas mal présents sur la Russie, que c'est un énorme pays, évidemment, et où la e-commerce, elle est presque pas du tout développée. Donc il faut bien comprendre qu'ils ont quand même l'accès à ce marché énorme où ils ont encore beaucoup à faire. Voilà, donc les ratios, donc price to sales, donc elle est valorisée à 8 ans de chiffre d'affaires, mais c'est normal, pour ce genre de société, c'est normal. Je pense que pour Amazon, c'est 2 fois moins important. Donc Amazon, elle est même moins chère selon ce ratio. Les marges sont superbes, c'est 45% la marge nette, donc parce que ça, vous voyez, c'est un business qui a très peu de frais. Ça se voit tout de suite quand on passe de la marge grosse, donc ça c'est la marge brute à la marge nette, on perd pas tant que ça. Donc pour des entreprises industrielles, vous allez voir que la différence sera énorme parce qu'il y a énormément de frais. Et ça, c'est l'avantage de business en ligne. Ensuite, bon, après ça, c'est par rapport au dernier. Donc là, la rentabilité de Alibaba, c'est 28% et demi sur equity, le return on equity. Et si on tient compte de la dette, donc on passe à 18%. Donc c'est excellent. Donc c'est une entreprise très rentable. Pour Amazon, pour comparer, on va voir les marges. Ne soyez pas piégés parce qu'on peut avoir l'impression que les marges qu'Amazon, ils ont énormément de frais. C'est vrai, mais c'est des bons frais. En fait, leurs frais, c'est le CAPEX. Ce qu'on appelle, ça, c'est l'investissement dans la recherche et développement. Ils investissent énormément dans tout un tas de choses, dans les drones, dans les technologies du futur. Et c'est un bon signe pour ce type d'entreprise. Donc, il ne faut pas être piégé par cette différence pour le cas d'Amazon. Parce qu'on sait où va l'argent, où va la différence entre marge brute et marge nette. Donc, et pareil pour la rentabilité, du coup, la rentabilité est un petit peu plus faible parce que c'est vrai que la politique de Jeff Bezos, elle a toujours été de distribuer moins aux investisseurs, mais de créer des rêves technologiques. Donc après, il faut aussi voir si c'est vraiment quelque chose qui cale à votre objectif. Parce que Amazon, c'est géré par un geek, en fait, si vous voulez. Donc, par un mec qui est fan des technos et il s'en fiche des actionnaires, en fait. Donc, il faut juste tenir ça en compte. Donc, Alibaba, donc earnings per share sont énormes. Donc là, les croissances sont énormes. Donc là, le marché, il est grand. Donc, il n'y a aucun problème de dette, presque pas de dette. Et à court terme, ils ont presque 2 fois plus d'actifs liquides que de dettes de court terme. Donc, il n'y a aucun problème vraiment
au niveau d'endettement. Et pour Amazon, évidemment, aussi, ils ne payent pas les dividendes, ni l'un ni l'autre. Donc, donc, il n'y a rien à dire. Un peu plus de dette, mais bon, c'est normal, parce qu'en plus, elles s'endettent aux États-Unis, donc c'est pas très cher, donc ça va. Et ils ont aussi, bon, pour Amazon, on n'a aucune inquiétude par rapport à leur dette. Maintenant, ce qui me dérange dans cette entreprise, là je vais vous donner mon avis, cette partie-là que je veux dire, c'est une partie subjective, c'est mon avis sur cette entreprise. Oui, c'est le business similaire qu'Amazon, mais le problème, c'est que c'est un Amazon, mais c'est un Amazon chinois. C'est pas évidemment préjugé par rapport à ce pays, mais c'est surtout parce que le problème, c'est que maintenant, nous vivons dans le monde où il y a de plus en plus de tensions entre les États-Unis et la Chine, la fameuse guerre commerciale qui peut toucher certaines entreprises. Et pourquoi je parle dans ce contexte de Alibaba, c'est que Alibaba, son problème, c'est que c'est une entreprise qui a fait un choix occidental dans son développement. Donc c'est une société qui tournait plus vers l'Occident que vers la Chine en elle-même. Donc n'oubliez pas qu'ils ont aussi un concurrent qui s'appelle JD.com, si je ne me trompe pas. Voilà. Il y a aussi le côté en ADR. Oh non, pardon, c'est pas JDD. JD.com. Voilà, donc ça c'est une entreprise sur un secteur similaire, mais c'est une entreprise pure chinoise. Et donc du coup, cette entreprise, je peux imaginer facilement la situation où Alibaba peut se retrouver entre deux feux. Donc du coup, elle ne va pas être aimée par la Chine parce qu'ils sont trop pro-occidentaux, etc. Ils ne sont pas proches à Xi Jinping, à l'État chinois. Tandis que JD.com peut être backé par l'État chinois, parce que eux, ils sont vraiment purs chinois. D'ailleurs, Alibaba, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas le nom d'où ça vient, parce que le fondateur d'Alibaba, il vient d'une famille des musulmans chinois qui s'occupait à la base de la vente de chevaux au Moyen-Orient, si je ne me trompe pas. Donc après, je n'ai pas étudié toute l'histoire de la boîte, mais donc il ne faut pas s'étonner pourquoi elle a un nom arabe en fait de cette société. Et c'est aussi un argument quelque part, si vous voulez, qu'ils ne sont pas dans... Alibaba, ce n'est pas une société qui est dans le mainstream chinois. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Ici, il y a une vraie guerre, il y a déjà une vraie guerre entre les États-Unis et la Chine, commerciale. Est-ce que Alibaba ne sera pas tapé par Donald Trump parce que c'est chinois et par les Chinois parce que Alibaba, ils sont tournés trop vers l'Occident? À voir. Donc je pense que cette société, là, il porte quand même beaucoup de risques à l'intérieur d'elle, que dans le cadre de ce développement. Moi, je ne l'ai pas dans mon portefeuille. Je pensais d'y mettre, honnêtement. Il y avait un moment que je pensais de mettre, parce que moi, je trouve que, compte tenu des perspectives de cette entreprise, elle n'est pas très chère. Mais par contre, avec cette guerre commerciale, je suis un peu moins convaincu que ce soit une bonne idée, aujourd'hui, de mettre cette entreprise dans le portefeuille. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'image technique d'Alibaba. Bon, de point de vue technique, qu'est-ce qu'on voit pour Alibaba? C'est que nous sommes dans un canal aussi, évidemment, depuis son introduction, qui était en 2015, si ma mémoire est bonne. Donc là, on s'approche au milieu du canal, donc, et effectivement, je pense qu'on va y rester dans ce canal aussi, certainement, même pendant cette crise. Bon, à moins que la guerre commerciale dérape et il y a quelque chose qui est vraiment grave, qui se passe, qui est spécifique à cette société, mais ça, je ne peux pas prévoir, évidemment. Mais dans tous les cas, l'image technique actuellement ne me rassure pas. Donc parce que là, si on regarde au près, moi je vois tout à fait le retournement temporaire de tendance à partir de quand on touche ce seuil, donc déjà très prochainement, et je pense qu'on va faire quelque chose comme ça, ensuite là, et on peut tester ces niveaux-là. Donc pour moi, on devrait faire à peu près cette formation parce qu'il est au niveau très fort, au niveau de 170 $. Donc il y a encore d'autres niveaux entre-temps, donc on devra passer 190, qui est un niveau qui me paraît assez intéressant. Et en niveau psychologique, évidemment, à 200. Donc pour un achat de cette action... Bon, après, je suis obligé d'acheter parce que vous avez choisi cette action. Donc, même si moi, je pense que l'image technique aujourd'hui n'est pas très intéressante, je n'achèterai pas cette valeur aujourd'hui, mais pour être, on va dire, compliant au jeu que nous sommes en train de faire. Donc, je devrais faire quelque chose, je devrais mettre un ordre qui est relativement proche quand même au marché pour que ça ait des chances de s'exécuter prochainement.
Sinon, il y a une autre idée. En fait, si le marché continue à être haussier, on peut envisager que Alibaba casse ce niveau-là. Et dans ce cas-là, il va commencer à continuer sa hausse dans le canal, dans la partie haute du canal haussier. Donc ça, ce serait une très bonne perspective pour Alibaba. Donc maintenant, pour le passage d'ordre, je ne sais même pas où le mettre parce que je pense que le plus pragmatique serait d'acheter, espérer qu'il va toucher 200. Il ne pourra pas tout de suite casser cette ligne-là, très, très certainement. Donc, et on pourra mettre un ordre proche de 200 $ pour rentrer sur cette action et espérer que ça va faire ça, et ensuite ça va rebondir et passer plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on espère. Donc après, en tout cas, c'est une action que vous avez choisie, donc je dois mettre un ordre. Et pour mettre un ordre, je vais vous montrer comment le faire avec l'interface de Saxo Bank. Ce n'est pas le plus facile, mais en tout cas, c'est très bien représentatif. Voilà, c'est le moment historique. Nous passons à notre premier ordre sur cette rubrique. On va voir en fonction du succès de cette rubrique, je vais la continuer ou pas, je vais voir à quel point ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires, parce que c'est super important, parce que si je ne vois pas suffisamment d'intérêt, si je ne vois pas suffisamment de likes, de views, je ne vais pas continuer évidemment, donc c'est juste en test ce que je suis en train de faire, donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like et partager cette vidéo probablement pour que d'autres personnes puissent la voir. Donc, Alibaba, voilà. Ah non, il était introduit. C'est un investing.com qui n'a pas fait, qui m'a pas montré ça. C'est étonnant quand même. Parce qu'ici, apparemment, elle était introduite sur la bourse américaine directement. Donc ça, cette action, c'est pas un ADR. Donc ce que je vous ai dit, c'est juste parce qu'il y a un ADR apparemment aussi qui est indexé sur l'action chinoise. Mais ça, c'est une vraie action en dollars. Et donc je pense que c'est celle-là qu'on va acheter parce que bon, du coup, ça va être plus simple. C'est plus simple que... Voilà, donc là, je pensais le bouton Trade. Et donc, ici, nous allons au choix. Donc, combien d'actions nous allons acheter ou à quel prix? Donc là, je vous ai dit que le prix qui m'intéresse, ça va être 200. OK. Voilà, nous avons, je vous rappelle, donc nous avons 250 000 € qu'il faut diviser par 2. Donc, du coup, ça nous fera 1250 $ à peu près à investir. Donc, il faudra que... Donc là, je vais faire 10 shares, ça nous fera 2000 $. Et je vais vous faire... on va acheter 12. Allez, vu qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas être sur le marché, on va préférer d'investir un petit peu moins. Donc ça va faire à peu près 2400 $. Et regardez les coûts de Saxo Bank. Regardez les coûts de transaction chez Saxo Bank. C'est juste excellent. 12 centimes pour cet ordre. Comparez maintenant avec votre broker Boursorama ou je sais pas quoi, quand vous passez un ordre sur la place américaine. Donc ça doit être dans les 20 $, je pense. Donc voilà, le lien de parrainage, si ça vous intéresse, il y a dans ma description de ma vidéo. Donc, mais je vous conseille vivement soit DEGIRO, soit... DEGIRO, je ne peux pas utiliser parce que je préfère l'interface de point de vue simplicité. Mais là-bas, il n'y a pas de compte démo. Donc, malheureusement, on travaille... Bon, ça, c'est plus compliqué, mais sur un exemple complexe, ça sera vous faciliter la vie sur DEGIRO. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les ordres types des ordres. Il y a des ordres limites, c'est-à-dire... Bon, ça, c'est un sujet à part entière. Grosso modo, pour simplifier aujourd'hui, il y a un ordre au marché. Ça veut dire que vous envoyez un ordre et... Selon le bid-ask, ça c'est l'offre et la demande qui est actuellement sur le marché. Bid-ask, ça veut dire qu'il y a ça à ce prix, il y a une offre, et à ce prix, il y a une demande. Donc si vous utilisez l'ordre de type au marché, c'est-à-dire qu'il va être exécuté au plus vite, mais au pire prix proposé sur le marché. Donc en général, sur le marché liquide, très liquide en fait, ce n'est pas un problème parce que vous allez avoir un prix qui est plus proche à peu près ce que vous voyez sur Bourso, sur tous les autres sites comme ça. Mais si vous êtes sur des actions qui sont moins liquides ou sur une situation particulière sur les marchés, par exemple proche de l'ouverture, proche de clôture ou pendant une chute phénoménale des marchés, ça peut être un problème. Faites très attention. Donc du coup, moi, je passe toujours des ordres limites.
Donc cela veut dire que limite, vous pouvez spécifier une limite à laquelle vous voulez exécuter cet ordre, mais cette limite doit être à temps. Donc cela veut dire que ce n'est pas garanti qu'il sera exécuté. Une fois que limite est à temps, dans ce cas-là, vous allez être exécuté. S'il n'est pas à temps, avec suffisamment de quantité proposée sur le marché, l'ordre ne va pas s'exécuter. Aussi, il y a un piège par rapport aux limites. Si vous êtes tout débutant, il faut comprendre que limite, vous ne garantit rien. Donc, cela veut dire que à partir de ce niveau-là, l'ordre sera déclenché. Par exemple, si demain, aujourd'hui, je mets un prix limite à 200, acheté à 200, c'est-à-dire que ce n'est pas que à 200 dollars ça m'intéresse, cela veut dire que à part en dessous de 200 dollars, cette action m'intéresse. Donc, c'est-à-dire si demain il y a une énorme chute de marché, donc la nuit, les États-Unis déclarent la guerre à la Chine et toutes les bourses s'ouvrent et ça c'est à moins 50% et là ça s'ouvre, je sais pas, à 100, l'ordre sera exécuté. Et ça, il faut vraiment faire très attention parce que ça ne vous garantit rien, ça peut être exécuté pour un cours très en dessous de votre limite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à connaître. Il faudra peut-être faire une vidéo à part pour faire un tour plus approfondi de tous ces types d'ordres, parce que c'est super important de les maîtriser. Bon, c'est quasiment la seule chose que doit maîtriser le débutant, et pour que vous puissiez pour que vous évitiez de faire de bêtises. Voilà. Donc là, pour l'instant, je mets un ordre pour 200 dollars exécutés sur cette action pour acheter 12. Je pense que vous êtes d'accord, c'est en limite, c'est un cours psychologique, donc il n'y a pas vraiment de niveau autour de 200, mais c'est toujours une limite psychologique et ça peut être intéressant. Donc du coup, je passe un ordre, je place mon ordre en bourse. Donc c'est bon. Donc là, elle me demande de confirmer 12 centimes les frais. Donc je vous laisse choisir votre broker. Voilà, c'est parti. Donc l'ordre placé, donc mais pas de transaction encore. J'ai juste dit à mon broker que, c'est pas un braqueur, c'est un broker, que je veux acheter Alibaba, 12 Alibaba pour 200 dollars. Donc une fois qu'on sera là, parce qu'aujourd'hui, là maintenant quand j'enregistre cette vidéo, il est à 206, donc on est un petit peu au-dessus. Donc une fois qu'on va toucher 200, notre ordre va être exécuté. Et ça sera nickel, on verra la prochaine fois si ça passait ou ça n'a pas passé. Donc je prends un petit peu de risque, vous voyez, donc 6 dollars, mais 6 dollars, ce n'est pas une énorme chute, quoique c'est quand même quelques pourcents qui soient de chuter. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'avance la limite plus proche ou je le laisse à 200. Parce que je peux le mettre évidemment à 206 et il va être exécuté quasi immédiatement. Mais bon. Bon, peut-être c'est vrai que je fais un petit peu trop, parce qu'en fait, sinon, s'il ne va pas s'exécuter, c'est dommage, parce que je vais refaire la même... ouais, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire modifier l'ordre. Voilà, ça c'est un type... Voilà, il me propose de changer to market, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'ordre va être exécuté immédiatement, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, le but, c'est quand même d'apprentissage. Je ne veux pas mettre un ordre en attente, parce que j'ai peur qu'il ne va pas être exécuté. Il ne va pas avoir une autre position dans le truc. Donc, si vous voulez exécuter au marché, donc aujourd'hui, le marché, il est à 206 à peu près. Il y a un petit délai, en fait, parce que je ne suis pas souscrit avec compte démo, évidemment. Je ne suis pas souscrit aux cotations en temps réel pour le marché américain. Donc, si je le passe au marché, vous allez voir qu'il va s'exécuter immédiatement. Bams, ça y est, c'est parti. Il est dans notre portefeuille. Je vous félicite, on a acheté notre première action. Donc, je n'ai pas laissé attendre. Donc là, si je regarde les positions, donc on a Alibaba maintenant dans notre portefeuille. C'est excellent. Voilà, donc là, on a acheté à 206. Ça, c'est le prix qu'on nous a proposé. Donc voilà, on perd déjà 3 dollars. Voilà, donc c'est pas, tant pis. Voilà, maintenant, on regarde le VMH. Alors, pour LVMH, du coup, nous avons... Bon, il ne faut pas présenter cette valeur, je ne veux pas perdre le temps pour parler ce que c'est, donc je vais directement passer au ratio. Mais d'ailleurs, avant de parler des ratios, quand même, pour parler un petit peu du business, parce que cette vidéo est consacrée à 2 entreprises seulement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer quels sont les produits, en fait, sur quel secteur sont positionnés LVMH, pour que vous compreniez un peu mieux leur positionnement sur le secteur de luxe. Donc ça, c'est les vins et spiritueux, en fait. Donc là, ça c'est des marques des vins et des spiritueux qu'ils ont dans le portefeuille. Donc là, vous pouvez imaginer à peu près les portefeuilles des brands qu'ils ont, pour ceux qui ne connaissent pas.
Parce que souvent, on dit que LVMH, c'est que Louis Vuitton, mais c'est pas que Louis Vuitton, vous allez voir qu'il y a énormément de brands. Donc voilà, donc déjà, c'est les différentes champagnes, des ventes et tout ça. Donc évidemment, les marques les plus luxueuses. Donc ensuite, tout ce qui est maroquinerie, ça c'est la mode et le cuir. Donc ça, c'est Louis Vuitton, Christian Dior, Céline, Loïc, Kenzo, Givenchy, etc., etc. Et toutes ces marques de luxe font partie du portefeuille d'LVMH. Ensuite, il y a des cosmétiques, évidemment, donc toutes ces parfums que vous pouvez voir. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si ça vous intéresse, ou sinon vous trouvez facilement cette information un peu partout, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, ils sont positionnés aussi sur les montres et les joailleries. Donc ça, c'est le Bulgari qu'ils ont acheté il y a une dizaine d'années. Après, les montres, les différentes marques de montres suisses, qui font partie également de portefeuille d'actions LVMH. D'ailleurs, il y a un truc que moi je ne savais pas, je l'ai découvert, là, que le journal Les Échos appartient à LVMH aussi. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Et aussi, en fait, il y a un truc que je fais particulièrement accent, c'est les chaînes de distribution. Ça, c'est Sephora et Bon Marché. Bon, évidemment, Sephora, c'est pas un truc de luxe, c'est juste un magasin. Le Bon Marché, peut-être un peu plus, mais en fait, il faut comprendre que pourquoi LVMH ils ont acheté tout ça. En fait, c'est parce que pour eux, c'est des canaux de distribution de leurs produits. C'est pas parce que c'est un truc luxueux, c'est parce qu'ils veulent contrôler même dans leur business model, ils veulent tout contrôler, ils veulent contrôler même les canaux avec lesquels ils distribuent les canaux de vente. Donc ça, c'est leur canal de vente, Sephora. C'est pour ça que ça appartient à LVMH. Sinon, parce qu'ils devraient payer à Sephora pour pouvoir vendre leurs produits de parfum là-bas. Pareil je pense que pour Bon Marché, c'est pareil, parce qu'en plus, c'est une marque c'est un vieux, très vieux centre commercial, donc super, super beau. Et les Échos, je pense que c'est un canal de communication pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont acheté, je pense, c'était ça l'idée derrière l'achat de cette. Après, je ne sais pas, moi, je ne suis pas Bernard Arnault, donc je ne connais pas pourquoi elle l'a acheté, mais je peux deviner que ça a été fait pour cette raison. Maintenant, je regarde les fondamentaux de LVMH. 24 pour le secteur de luxe PER de 24, c'est normal. Price to sales, donc évidemment, ce sera une société relativement chère. Donc les marges, la marge brute, c'est à 66, mais la marge nette, vous voyez, c'est 13. Ça descend dans 13 et c'est pas Amazon, donc ils n'investissent pas dans R&D. Donc, mais les frais pour faire tourner la boutique, on va dire, c'est un peu plus important que. Ils ont des recherches, évidemment, mais quand même, évidemment, c'est pas le même ampleur qu'Amazon. Donc, la rentabilité, évidemment, la rentabilité moyenne, non, ça, c'est la moyenne, c'est 18-19% presque, et la rentabilité avec la dette, c'est de 11%, mais c'est tout à fait correct. Donc ça, c'est pour le secteur de luxe, on peut s'attendre un petit peu plus là, mais visiblement, ils ont pas mal de dettes qui sont, je ne sais pas si elle est efficacement employée, mais en tout cas, c'est une société évidemment rentable, il n'y a aucun problème là-dessus. Et leur croissance de business systématique de l'ordre de 10-12%. Donc le luxe, c'est toujours défensif. Voilà, comme je vous disais, c'est pour une marque comme ça, je trouve que 42-43%. Total debt to liability, c'est presque 69%. Donc c'est quand même beaucoup, je trouve. Current ratio, donc à court terme, aucun problème. Bon, évidemment, on ne parle pas de défaut de LVMH. Les dividendes, je trouve que c'est maigre en fait quand même, parce que leur payout ratio il est confortable, ils peuvent augmenter leurs dividendes encore, mais quand même au cours actuel, c'est seulement en 38. Moi, je m'attendrais un peu plus pour avoir les cours plus intéressants pour les acheter. Voilà, donc en tout cas, en fait, ça c'est la société de ma catégorie A, tandis que Alibaba, c'est la catégorie B pour moi. Justement à cause de ce phénomène chinois, comme je vous ai dit, parce qu'Amazon, elle fait partie de catégorie A et pas Alibaba, à cause de ça. Ça, c'est la catégorie A pour moi, clairement. Mais catégorie A, ça ne va pas dire qu'acheter tout le temps. Ça veut dire qu'on peut avoir ça dans le portefeuille et dormir tranquille, mais il faut profiter du moment propice pour les acheter. Et le moment propice, c'est l'analyse technique qu'on va regarder tout de suite. Bon, vous savez, l'image technique me semble très similaire à Alibaba qu'on a vu tout à l'heure, parce que là, effectivement, on est dans un canal haussier, à peu près à partir de même date, donc, et on s'approche au milieu du canal, et l'enjeu, c'est est-ce qu'on va le franchir? On va le franchir pour une seule simple raison, que les conditions de marché sont propices pour la suite du rallye. Et si c'est la suite du rallye, dans ce cas-là, effectivement, on pourra envisager qu'on retourne après cette chute, on retourne vers là, là, là et là.
et on continue la fête, quoi. Mais après, si vous connaissez mon avis, en fait, si vous regardez les vidéos hebdomadaires que je publie tous les samedis, c'est pas mon avis, donc du coup, pour moi, évidemment, c'est pour ça que j'ai pas LVMH aujourd'hui dans le portefeuille, je l'ai vendu il y a pas longtemps. Pour moi, c'est ça la formation qu'on va vivre, peut-être on va s'arrêter là, et on pourra probablement tester le bas de canal. Mais ça ne va pas dire que c'est une action inintéressante. Donc moi, je veux bien le voir à 280, sans problème, je vais l'acheter. Mais peut-être, moi, je ne l'achèterai pas au cours actuel, parce que compte tenu des marchés actuels, je ne veux presque rien, sauf des actions particulières. Vous avez de la rubrique sur ma chaîne qui s'appelle Portefeuille passif. Et c'est là où je vous dis qu'est-ce que j'achète en ce moment. Donc, et vous allez voir que c'est des sociétés très particulières que j'achète, qui sont vraiment très peu corrélées par rapport aux problèmes actuels. LVMH, c'est une exposition aux pays émergents. Et normalement, nos clients sont des pays émergents, et les pays émergents vont souffrir. Donc, forcément, ils vont subir certaines chutes des profits. Ça sera pas fatal pour LVMH, clairement. Mais pour moi, si la crise continue, ça c'est mon scénario, on va encore avoir des cours bien plus intéressants que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, pour moi, oui, c'est une entreprise à avoir dans le portefeuille, mais à mon goût, c'est trop tôt. Bon, ce que moi je ferais, moi je vous ai déjà dit, en fait, c'est que, en gros, si on va retester le niveau, parce que les niveaux sont assez... voilà, donc ça c'est le niveau, le premier niveau, bon, ça on est presque là déjà. Moi ici, je ne sais même pas si c'est un vrai niveau, quoi. Mais en tout cas, ici, voilà, par exemple, là, vers 320, on peut effectivement envisager quelque chose. Et même là, je ne rentrerai pas, clairement. Je m'attendrai le retest du bas du canal pour qu'on reparte. Je ne pense pas qu'on va le casser, à moins que la crise vraiment grave, etc. Donc, mais dans ce cas-là, tout est possible. Mais vous voyez, donc ça, c'est la mentalité de mon investissement dans cette catégorie A, en fait, des entreprises excellentes. Si j'imagine ça, c'est mon scénario, disons, c'est le cas en plus. Si on casse cette partie-là, et si on continue là, ok? Donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer pour moi, c'est que là, ici, je vais être en perte, mais ça ne me dérange pas tant que ça, parce que je suis confiant en cette entreprise et je veux probablement la reprendre encore plus bas. Vous voyez, donc, parce que là, par exemple, il y a des niveaux beaucoup plus bas, là, hein, qui sont là, donc c'est un 175. Si on va jusque-là, ce qui est possible, je ne dis pas que ça va toujours monter, mais si on casse jusque-là, je serai déjà en position, mais je vais juste moyenner ma position à ce niveau-là. C'est comme ça que je vais investir sur cette valeur. Mais si vous avez choisi, donc là, et en plus c'est elle qui a gagné, il a d'avancé Alibaba dans le concours. Donc on va faire pareil. On va faire pareil. LVMH. Donc voilà, encore une fois, je vous propose Euronext. Donc ça, maintenant, c'est une action française que j'achète. Donc, vous allez voir les frais aussi. Parce que vous pouvez vous dire que peut-être aux États-Unis, c'est pas cher, mais en France, c'est super cher. Mais non, vous allez voir. Voilà, donc, trade. Donc là, on a aussi, si vous vous souvenez, on a 2250 dollars à investir. Donc ça sera en euros, ça sera un petit peu moins. Bon, je fais approximativement, hein, je ne suis pas non plus... Donc là, je fais mon 4, ça va être un peu trop. Donc là, je vais dire 3. Voilà, 3, c'est nickel. Donc du coup, on ne s'expose pas trop. Et en plus, bon, on ne peut pas faire 3,5 parce que l'action est chère. Bon, on va faire, vu que beaucoup veulent être en dehors du marché, on va être encore plus... comment dire, conservatif. Donc voilà. Donc maintenant, je vous montre les frais, c'est 89 centimes d'euros pour passer un ordre. Comparé à votre Boursorama, même sur le marché européen. Même sur le marché européen. Boursorama, c'est quoi? 5 euros? Voilà. Je pense que ça sera ça. Après, ça dépend de évidemment, votre compte, votre contrat, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, encore une fois, ici, vous pouvez choisir les ordres stop. On va faire un tour de tous les types d'ordres maintenant, parce que c'est... Oups, ça c'est quoi ça? Ça m'a jamais arrivé hein, sur Saxo Bank, c'est la première fois. Je pense que c'est un compte démo, c'est vrai que c'est quelque chose qui cloche. Donc voilà, si je mets market, voilà, là cette fois ça marche.
Donc là, je vais faire directement le marché pour que ça s'exécute plus vite. Donc là, le marché est calme. Donc, et là, par contre, il est fermé parce que là, c'est le soir quand j'enregistre cette vidéo. Donc le marché va être fermé. Donc ça sera pour demain. Et pour demain, ça ne sera pas possible. Donc, bon, pas possible, pardon, je ne sais pas ce que je veux dire. Donc du coup, si le marché est fermé, donc du coup, on va être... bon, je vais mettre à 348. Allez. Je vais 3 actions, pardon, buy. Et comme ça, je vais acheter. L'ordre est placé. OK, donc dans l'onglet ordre, nous allons cette ligne qui va être exécutée demain s'il n'y a pas un gros mouvement de marché, donc à la hausse, à l'ouverture. Ce qui s'appelle le gap haussier à l'ouverture. Donc, mais normalement, a priori, on devrait être exécuté à 380 euros en ordre limite. Voilà, c'est ça qui concerne LVMH. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, je vous répète qu'à la fin de cette vidéo, que pour la prochaine semaine, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, que les actions que vous voulez mettre la prochaine fois dans le portefeuille, en majuscule au début, après 2 points votre argumentation, et si vous voyez qu'elle est déjà présente, répondez aux commentaires. Ça sera mieux comme ça pour gérer, et mettez en like évidemment, parce que le nombre de likes, c'est ça qui détermine si je vais choisir telle ou telle entreprise comme candidate pour la finale, ou on choisit 2-3 entreprises. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Dites-moi dans les commentaires si déjà cette rubrique vous plaît, parce que c'est une nouvelle rubrique, c'est la première fois qu'on le fait. Je vous montre en réel, en fait, bon, c'est un compte démo, mais je vous montre comment acheter des actions. Vous allez, pour que vous puissiez après naviguer plus facilement. Voilà, n'oubliez pas un like avant de partir, c'est super important. Pour ceux qui veulent aider à la chaîne, le lien PayPal dans la description. Je vous souhaite tout le meilleur et Mind de Cash. À très bientôt. Bye bye.